nous allons parler de l'Allemagne aujourd'hui sur Xerfi Canal à l'occasion d'un 50e anniversaire du traité d'amitié qui, s'il fut célébré dans les normes à Berlin il y a quelques jours, ne transpira pas d'un enthousiasme ou du geste fort qu'on aurait pu attendre. L'Allemagne, dont le modèle économique fondé sur les performances à l'exportation, est accusée de contribuer à la dépression et l'asphyxie de la zone euro, ce dont se défend Berlin, très critique sur les politiques économiques menées chez ses voisins, à commencer par la France. N'est-ce pas Wolfgang Schäuble, le puissant ministre des Finances, qui avait suggéré récemment d'étudier quelles réformes pourraient remettre la France dans le bon chemin? Alors, l'Allemagne jouerait-elle solo pour imposer ses vues à une Europe en crise qu'elle voudrait façonner à son image d'un point de vue économique mais aussi des relations internationales? Pour en discuter, j'ai choisi d'inviter non pas un économiste mais un spécialiste de la géopolitique en la personne de François Hesbourg, conseiller spécial à la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique, et pour qui, vous le verrez, la voie retenue par l'Allemagne n'est pas forcément tenable à long terme. Bonjour François Hesbourg. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette domination allemande par la voie économique vous semble-t-elle aujourd'hui réelle, et est-ce qu'elle expliquerait ce changement de paradigme en quelque sorte, cette évolution de l'Allemagne dans ses relations avec ses voisins et singulièrement notre pays? Oui, alors d'abord la réponse courte à cet ensemble de questions est oui. Et je vais y revenir dans quelques instants, mais revenir sur ce que vous disiez sur l'anniversaire du traité franco-allemand. Il était quand même assez consternant de constater que 3 jours avant le 50e anniversaire, c'est précisément ce moment-là que la Bundesbank a choisi pour annoncer le rapatriement de l'or allemand qui était hébergé à la Banque de France, comme dans d'autres banques centrales étrangères. Et ça, c'est révélateur pour vous, c'est symbolique. Ça, au pire, c'est un coup de pied de l'âne. Au mieux, c'est le témoignage du mépris et de l'indifférence dans lequel cette puissante institution symbolique de la domination économique allemande, que la Bundesbank pouvait avoir par rapport aux relations franco-allemandes. On n'était vraiment plus en 1963. Donc il y a 50 ans. Alors c'est vrai aussi que les Allemands vont rapatrier de l'or qui était aux États-Unis. Bien sûr. C'est une volonté globale, effectivement, de récupérer l'or. La Bundesbank, qui, comme beaucoup de banques centrales, est un animal qui opère très progressivement, ils se sont rendus compte que la guerre froide était terminée, que le mur de Berlin était tombé et que donc il n'y avait plus de risque. Et alors, il n'y avait plus de risque stratégique à garder l'or en Allemagne. Et alors, pour en revenir à notre question, parce que cet or qu'ils avaient accumulé, puisque vous m'emmenez sur ce terrain-là, je n'avais pas du tout prévu qu'on en parle, mais c'est intéressant ce que vous nous dites là. Ils l'ont accumulé, parce qu'ils n'avaient plus rien en 1945, bien évidemment, ils l'ont accumulé par des années d'excédent commercial dès les années 50, ce qui prouve bien que finalement, cette domination par l'exportation n'est pas tout à fait récente, même si aujourd'hui elle a pris des proportions très intéressantes. Alors ce que je vous propose, vous allez pouvoir réagir, mais ce que je vous propose, c'est que d'abord nous écoutions Alexandre Mirlet-Courtois, le directeur des études ici chez Xerfi, qui nous a fait un petit rappel, en quelque sorte, sur effectivement cette domination allemande, comment elle se traduit, à commencer par ce colossal excédent commercial. Regardez, c'est très instructif. L'excédent commercial allemand se maintient à des niveaux élevés. Près de 180 milliards d'euros en dépit de la crise européenne. Excédent qui creuse les déséquilibres des autres, notamment de la France et du Royaume-Uni, ou qui les contraignent à des très douloureuses dévaluations salariales, c'est le cas du Sud. La clé de cette performance, ce n'est pas seulement la fameuse Deutsche Qualität. La force du commerce allemand repose en fait sur 4 avantages clés. D'abord, la modération salariale dans l'industrie, construite avec l'appui des syndicats. Ensuite, le faible coût des consommations intermédiaires, importées des PECO. La montée des importations dans le PIB allemand est d'ailleurs saisissante. Importation, transformation, réexportation sous marque allemande. C'est l'économie de bazar, une chaîne de valeur redoutablement efficace et un antidote efficace qui transforme l'euro fort en avantage compétitif. S'ajoute à cela le faible coût des services. Il bénéficie à toute la production également. Enfin, le bas prix de l'immobilier commercial qui modère les coûts fixes. Une stratégie de coûts tout azimut qui asphyxie le reste de l'Europe.
Alors François Hesbourg, je regardais là aussi d'autres chiffres, hein, par exemple moins de 90 000 PME françaises qui travaillent à l'export contre plus de 400 000 allemandes. Bon, on connaît toute cette puissance de frappe. C'est là la volonté d'un modèle parfaitement cohérent qui donc se perpétue toujours plus dans cette logique-là, servi par l'Eurofort. Écoutez, le modèle allemand est aussi vieux que l'Allemagne lorsqu'elle a été constituée politiquement en 1871. Oui. Le modèle économique français est à peu près aussi vieux que le lendemain de la Révolution française, avec l'arrivée de Bonaparte et les débuts de la Révolution industrielle tirée par l'État en France. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de petites entreprises en Allemagne et une hyper-concentration des entreprises françaises, ça ne remonte pas à 5 ans, ni même à 50, mais à 150 ans. Et c'est une autre façon de dire que différents pays ont des modèles économiques différents dans la longue durée. Les États-Unis n'ont pratiquement jamais dégagé un excédent commercial. On ne va pas en déduire que les États-Unis n'ont pas un modèle économique intelligent et soutenable. Et le Royaume-Uni, pareil. Oui. Pourtant, c'est d'abord le Royaume-Uni, puis ensuite les États-Unis qui ont dominé la planète au cours des 2 derniers siècles, et non pas les pays à excédent commercial, comme l'Allemagne d'après 1871, ou le Japon après l'ouverture de ce pays. C'est une autre façon de dire que baser sa prospérité sur la propension à importer d'autres pays ne débouche pas de façon automatique ou évidente sur la capacité à gérer de façon hégémonique les affaires de sa région ou de la planète. Pour l'Allemagne, Alors ça, on va y revenir sur cette durabilité et effectivement à jouer des importations des autres pour pouvoir mieux exporter. Mais donc déjà là, vous avez un problème d'attitude allemande, les Allemands paraissant partir du principe qu'il n'existe dans le monde pas d'autres modèles. Pas d'autres modèles, oubliant que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, c'est ce que vous disiez, etc. Et la France à la grande époque, parce que le modèle français aujourd'hui est cassé pour diverses raisons, mais pendant très longtemps, le modèle français a fonctionné, c'est-à-dire la propension à épargner des Français compensait les faibles performances à l'exportation de la France. Alors, François Hesbourg, c'est pas un modèle non viable. Oui, je comprends. Alors, François Hesbourg, il y a aussi quand même la leçon politique qu'ils ont tirée de la réunification avec une bulle salariale forte à l'époque. Et donc, ils ont décidé effectivement de se retrousser les manches avec l'agenda 2010 qu'on a tous en tête, bien évidemment. Alors, comment expliquez-vous qu'il soit aujourd'hui totalement... Du moins, c'est l'image que nous ayons, qui soit totalement sur ce chemin-là, sur cette voie qu'ils ont choisie, et donc qu'ils critiquent d'autant plus fort la France. Certes, nous avons des performances économiques en berne actuellement, mais enfin, vous avez vu le Bild qui va jusqu'à traiter la France de Nouvelle-Grèce, les propos de Schäuble, les propos de Schröder aussi très acides sur notre pays. D'abord, les efforts de l'Allemagne ont été remarquables. Moi, je suis un admirateur de Schröder. Quel que soit le jugement que l'on puisse porter sur le comportement de l'homme par rapport à Gazprom ou que sais-je, ce fut un chancelier incroyablement courageux, prêt à perdre des élections pour réaliser ses réformes, chercher la différence par rapport à Mme Merkel. Du coup, les Allemands, c'est assez classique dans l'histoire allemande, et comme tous les peuples d'ailleurs, dans la mémoire collective, on est toujours sélectif. Alors les Allemands, qu'est-ce qu'ils retiennent dans leur mémoire collective ? Pour le moyen long terme, ils retiennent les années d'inflation, du début des années 20, et donc plus jamais ça. Et de 47-48, pour eux, le plus jamais ça, c'est l'inflation, et ils zappent complètement sur les années de déflation, 31-32, qui, elles, ont amené Hitler au pouvoir. Ce n'est pas l'inflation qui a amené Hitler au pouvoir. Mais déjà, l'ennemi qui est ciblé n'est pas celui que les manuels d'économie auraient tendance à suggérer. Deuxième élément du récit allemand,
c'est avec les réformes Schröder, nous avons montré non seulement que nous étions courageux, mais que nous étions vertueux et que les autres manquent de cette vertu. Sauf que, et Schröder le sait bien, et Steinbrück le dit d'ailleurs. Le leader de la SPD. De la SPD, je l'ai entendu en parler il y a seulement 2 ans. Mais cette vertu allemande, elle s'est déroulée en 2 étapes. La première étape, c'était je fais non pas de l'austérité, je fais de l'ajustement structurel. Ça, c'est les réformes Hartz, flexibilisation du travail, réforme de la Sécu, de l'assurance maladie, ainsi de suite. Premier point. Formidable. Pendant ce temps-là, on explose le pacte de stabilité. Les 3%, ils sont explosés avec la complicité de la France. Bien sûr, bien sûr. Là, on est en 2002-2003. On s'assoit sur toutes les disciplines budgétaires. La dette souveraine allemande passe de 30% à 60% du PIB en 3 ans. Avant la crise. Avant la crise. Et puis, une fois réalisé ce travail d'Hercule d'ajustement structurel, à ce moment-là, les Allemands se sont tournés vers l'autre chantier qu'est la réduction du déficit et la stabilisation de la dette souveraine. Mais ça veut dire qu'ils sont logiques quelque part et qu'ils sont dans le bon tempo finalement. Absolument, alors qu'ils cherchent à nous imposer un tempo qui, lui, est exactement le contraire. Le tempo pardon, c'est quand même fondamental. Le tempo dans lequel nous sommes dans une Europe, dans une zone euro qui est dominée par l'Allemagne, parce que l'Allemagne est la principale économie, et c'est vous allez faire de l'austérité tout en faisant de l'ajustement structurel, et tout ceci dans une ambiance qui est récessive. Parce qu'en plus, les réformes allemandes se sont faites à une époque où la croissance mondiale était quand même aux alentours de 5%. Ça aide. Alors, oui, ce que je vous propose, c'est que nous retrouvions là aussi Alexandre Mirly-Courtois. Vous avez un peu défloré le sujet en nous disant que ce n'était pas forcément tenable, le modèle allemand. D'ailleurs, c'était une chronique que vous aviez signée dans Les Échos. Pourquoi la stratégie allemande n'est pas durable selon vous? L'histoire montrant que les pays dont le bien-être et la puissance dépendent de la propension d'autrui à importer leurs biens, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, n'ont pas connu le succès sur la durée. Les Allemands, ils ont plutôt quand même sur la tendance qu'eux, ils peuvent continuer sur ce schéma-là. Il n'empêche, Alexandre Mirly-Courtois va nous rappeler qu'effectivement, ils sont peut-être au bout d'une logique et qu'ils ont commencé à infléchir leur stratégie. C'est là aussi très intéressant. Regardez. La croissance extravertie a ses limites. L'Allemagne saisit bien aujourd'hui qu'une grande récession européenne pourrait lui être fatale. La désagrégation industrielle à la périphérie pénalise la dynamique d'ensemble de l'Europe. Et l'Allemagne, elle aussi, peut plonger. Et regardez de plus près, d'ailleurs, l'Allemagne devient de plus en plus coopérative. Les salaires d'abord. Comme le montre ce graphique, le coût horaire de la main-d'œuvre allemande évolue sensiblement au-dessus de la moyenne européenne et française depuis plusieurs trimestres. Le syndicat IG Metall a obtenu il y a quelques mois la plus forte revalorisation salariale depuis 10 ans pour ses 3,6 millions d'adhérents, plus 4,3%. Les fonctionnaires, eux, ont arraché une augmentation de 6,3% sur 2 ans. Les écarts du coût du travail par unité produite tendent ainsi peu à peu à se refermer en Europe. Et la croissance allemande se recentre bien par nécessité sur la demande intérieure. Le poids de la demande intérieure de l'Allemagne dans la demande interne de la zone est passé de 27% en début de crise à plus de 29,5% aujourd'hui. Par la force des choses, l'Allemagne porte la croissance européenne. François Hesbourg, pourquoi ce modèle donc ne serait pas tenable selon vous? Après tout, les Allemands ont réussi à imposer là le pacte budgétaire. Ils ont accepté le mécanisme de solidarité, donc ils acceptent de continuer à payer, malgré tout, grâce à leurs forts excédents commerciaux. Pourquoi ce modèle n'est pas tenable selon vous sur le long terme, au-delà même des enseignements de l'histoire? Alors, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, quand même la dernière phrase du sujet qui vient de passer est fausse. Il n'y a pas de croissance européenne aujourd'hui. Comment voulez-vous que l'Allemagne tire une croissance qui n'existe pas?
Enfin, si j'ai dit les statistiques économiques, la zone euro est techniquement en récession. Alors c'est vrai que l'Allemagne connaîtra probablement Ah non, mais je parle pas... non, mais en plus un quatrième trimestre Alors, 2012 négatif et une mais... croissance faible sur 2012, mais avec quand même des indicateurs assez bons quand même, et notamment un climat des affaires assez bon quand même. Je ne parle pas des indicateurs allemands. Ouais. Je parle de ce qui vient d'être dit, à savoir qu'il y aurait une croissance en Europe et que cette croissance serait tirée par l'Allemagne. Ouais. Non, ou alors le peu de croissance en Europe. Je vois qu'il y a un reste de croissance en Allemagne, mais qu'il n'y en a absolument pas ailleurs que dans les seuls pays en Europe qui ont encore un peu de croissance. C'est la Pologne. Ce sont les pays, je parle de la zone euro, la Pologne est hors zone euro, ce qui la met quand même dans une situation différente, puisqu'elle a la maîtrise de sa politique monétaire. Mais les seuls pays qui ont encore un reste de croissance sont essentiellement des pays qui sont intégrés dans la chaîne de valeur allemande, comme la Slovaquie ou la République tchèque. L'Autriche. L'Autriche. Je ne parle même pas des Pays-Bas, parce que les Pays-Bas sont en récession depuis un an. Alors, pour revenir à ma question, vous croyez, vous, que ce modèle n'est pas tenable sur le long terme, n'est pas durable? Après tout, c'est ce que fait la Chine aussi depuis des dizaines d'années avec le succès que l'on sait. D'abord, ce qui a été expliqué en ce qui concerne la possible convergence des taux horaires au sein de la zone euro, effectivement, si ça se fait, si ça s'accomplit, le modèle allemand n'existera plus. Pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, l'Italie, l'Espagne retrouveront une compétitivité. Trouveront une compétitivité à l'export, ou retrouvons, dans le cas de l'Italie. Oui, mais sinon que l'Allemagne est toujours plus sur des produits à valeur ajoutée. Et l'Allemagne, naturellement, elle aura une croissance qui sera tirée par la demande intérieure, ce qui n'a absolument pas été le cas au cours des 10 dernières années. Au cours des 10 dernières années, l'essentiel de la croissance allemande a été effectivement tiré par les exports. Mais si tout le monde se met à exporter au sein de la zone euro, ça posera un problème. Ouais. Ça voudrait dire que le modèle allemand est battu en brèche. Sera battu en brèche, et ce ne serait pas forcément, une mauvaise chose. Mais si on prend mais en fait, je crains que ceci ne se passe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on va continuer à avoir une situation où les économies de la périphérie vont continuer à se ratatiner et un blocage en ce qui concerne le positionnement de chaque pays par rapport à l'euro. Je m'explique. Pour l'Allemagne, l'euro est massivement sous-évalué. Ah oui. Imaginez un seul instant que l'euro n'existe pas, l'Allemagne aurait conservé le Deutschmark. Si j'en crois les analystes, cette monnaie aurait une valeur supérieure d'une trentaine de % à la valeur actuelle de l'euro. Oui, mais ça c'est le discours officiel parce qu'il s'accommode pas mal d'un euro à 1,35. Hein. Non, les exportateurs allemands, ils s'en accommodent pas mal. Hein. Ah ben justement, c'est ce que je dis. Ouais. Ils s'en accommodent effectivement. L'euro est sous-évalué. Autrement dit, si les Français qui crient un peu fort en ce moment sur le thème oui, l'euro est surévalué, nous ne pouvons pas gérer un euro à 1,33, 1,34. Donc, il va falloir baisser la valeur de l'euro d'une manière ou d'une autre. Si vous faites ça, en admettant que la BCE joue ce jeu-là. L'Allemagne ne l'accepterait pas. Non, attendez. Admettons un instant que l'Allemagne l'accepte. Ouais. Admettons un instant que l'Allemagne l'accepte. Qu'est-ce qui se passe pour l'Allemagne? Un excédent encore plus important et un déséquilibre au sein de la zone euro de performance encore plus élevé. Qu'est-ce qui profiterait le premier d'une dévaluation de l'euro? Ce seraient les exportateurs allemands, encore davantage que les exportateurs italiens, espagnols, donc, qui essaient de se refaire une santé. Alors, François Hesbourg, aujourd'hui, l'affaire de la fusion avortée, par exemple, entre ADS et BAE, est-ce que ça veut dire que même là-dessus, l'Allemagne veut jouer solo, en quelque sorte, fait passer ses intérêts avant le mécano économico-stratégique qu'on aurait pu avoir au nom d'une défense européenne? Oui, si j'ai insisté il y a quelques minutes sur le récit allemand qui est « nous sommes vertueux, on a montré le bon chemin », c'est une façon de dire que l'Allemagne d'aujourd'hui n'a absolument plus le même positionnement
vis-à-vis du projet européen qu'il y a 10 ans. Ce qui était possible il y a 10 ou 15 ans, comme la création de ADS. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce serait plus possible, si je vous comprends bien. Et les raisons qui ont empêché EADS, BAE de se faire sont les mêmes raisons qui devaient être gérées pour permettre à EADS de se faire. Oui, en 99-2000, il était possible de surmonter ces obstacles de tous ordres, ils sont nombreux. Il y avait la volonté politique en Allemagne, en France. Et aujourd'hui, l'Allemagne, et je dis bien l'Allemagne seule, a décidé qu'elle voulait à la fois affirmer l'autorité de l'État en termes de politique industrielle. C'est une décision politique qui a empêché une fusion industrielle, parce que ce ne sont pas les gouvernements qui ont dit à EADS et à BAE de se rapprocher. Ce n'est pas le gouvernement français, ce n'est pas le gouvernement britannique. C'est l'industrie, ce sont les industriels qui ont considéré que... Et donc l'État allemand qui a mis son veto. Et c'est l'État allemand qui, agissant un peu à la manière française, a décidé qu'il fallait empêcher cette fusion de se faire, quitte à ce qu'on se trouve très mal et du côté BAE et du côté EADS dans les années qui viennent. Alors, on a un peu le même sentiment d'ailleurs, il y a eu un grincement de dents aussi sur l'Europe spatiale, hein, les Allemands qui n'étaient pas forcément volontaires de remettre plus d'argent au pot pour lancer Ariane 6. Là aussi, on a l'impression que les Allemands renaclent en quelque sorte. Alors, comment vous voyez ça, toutes ces décisions économico-industrielles majeures au niveau européen? Comment vous interprétez ça d'un point de vue géostratégique? Est-ce qu'on peut faire un lien que l'Allemagne, d'un point de vue géostratégique, donc peut-être dans une course vers l'Est, ne souhaite pas forcément, souhaite garder les coups des franches en quelque sorte? Non, c'est pas une course vers l'Est. C'est une course vers où alors? C'est une course vers soi. Ouais. C'est l'Allemagne qui a trouvé la bonne martingale. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Oui, parce qu'ils ont été vertueux et les autres n'ont qu'à s'aligner sur elle. Alors en matière de sécurité et de défense, jusqu'à présent, ça a été un peu compliqué parce que le Royaume-Uni et la France pèsent plus que l'Allemagne dans ce domaine et ont pu travailler ensemble et contourner l'Allemagne. Mais imaginez un instant que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. La France se trouve à ce moment-là en solo face à une Allemagne et dans le poids au sein de l'Union européenne continentale, système continental pour parler comme Napoléon, sauf que Napoléon, là, il sera allemand, où vous aurez la moitié des États qui feront directement partie de la chaîne de valeur allemande, qui n'ont rigoureusement rien à refuser à l'Allemagne, et les autres qui seront trop faibles. Pour la France, donc le départ britannique serait une catastrophe. Pour la France, j'entends trop de responsables français dire « Ah oui, s'il n'y avait pas les British, la vie serait tellement plus simple, on leur déroulera le tapis rouge, s'ils veulent aller vers la sortie, comme a dit Laurent Fabius. Il vaut mieux quand même réfléchir. C'est compliqué d'avoir les Britanniques dans l'Union européenne, mais croyez-moi, ce sera bien pire de les avoir en dehors. Alors, François Hesbourg, dernière question. Là aussi, est-ce qu'on renacle de la part de Berlin quand on voit les hésitations sur la Libye, sur le Mali, là tout récemment? Ils ont mis quand même du temps à soutenir l'initiative française. Est-ce que c'est parce qu'ils y voient les pires travers de la grosse nation, des Français qui sont toujours dans leur précaré en Afrique, quand bien même ce serait pour combattre l'islamisme, hein? Oui, il y a deux choses. La première, c'est celle que vous dites. Madame Merkel, visiblement, elle a un problème avec les Français. Et pas, les prussiennes, hein. Et pas simplement avec les présidents, avec les présidents Sarkozy français et Hollande, et Hollande en ce moment. Mais là encore, il y a 15 ans, l'Allemagne n'avait aucun problème à faire le coup de feu au Kosovo. Et il y a 12 ans, l'Allemagne n'avait aucun problème pour aller en Afghanistan. Et une fois qu'ils y étaient, ils sont restés. Mais aujourd'hui, l'Allemagne n'est pas intéressée à participer à ce type d'aventure. Et pas simplement parce que, dans le cas de la Libye ou du Mali, on est dans des opérations à dominante française ou franco-britannique. Merci d'avoir été donc en notre compagnie, François Hesbourg, pour décrypter effectivement, au-delà d'un discours qui s'est voulu rassurant à Berlin à l'occasion de ce cinquantenaire du traité d'amitié franco-allemand, pour voir un peu derrière les cartes effectivement comment l'Allemagne
impose ses vues et tente de les maintenir à travers un jeu donc en solo. Bon, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ce que vous nous dites, mais je crois que vous avez fait progresser de manière originale la réflexion sur donc aujourd'hui le couple franco-allemand. Merci François. Merci à vous.